Bonjour à tous et meilleurs vœux 2022. Donc, nous vous proposons de commencer l'année avec une série de webinaires exceptionnels qui sont réservés aux adhérents 2021 de la SFEN. Donc, vous êtes près de 300 inscrits aujourd'hui. Alors, je dois préciser que les participants présents sont bien les personnes qui ont réglé leur adhésion en 2021 et que bientôt vous allez recevoir votre appel à cotisation 2022. Donc, la question du renouvellement du parc nucléaire, c'est un sujet qui nous passionne tous à la SFEN. Nous avons, grâce aux travaux de la section technique 8, et donc je salue Michel ici présent, publié plusieurs notes techniques importantes sur le sujet. Cette question est un des thèmes de campagne dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Le président Macron a annoncé une intention de construction de nouveaux réacteurs ainsi que plusieurs autres candidats. D'autres candidats ont annoncé qu'ils ne construiraient pas de nouveaux réacteurs s'ils sont élus. Il est extrêmement important de bien comprendre le cadre dans lequel s'inscrivent les réflexions sur notre mix électrique à venir, et nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Xavier Piejazic, président du directoire de RTE, Réseau de transport d'électricité. RTE a publié au mois d'octobre une très importante étude, Futur énergétique 2050, qui présente différents scénarios de mix de production permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et cette étude aujourd'hui fait référence dans le débat politique. Alors la SFEN, par l'intermédiaire de notre section économie, a participé à ces travaux, et aussi nous avons demandé à Michel Berthélémy, qui est président de section, de faire un commentaire sous forme de carte blanche sur cette étude après la présentation de Xavier. Alors vous aurez bien sûr l'opportunité de poser vos questions, et vous pouvez commencer dès maintenant. Donc notre interface a un peu changé cette année. Donc pour poser des questions, c'est la petite icône en haut à droite qui s'appelle S. Donc, merci de poser des questions via cette icône en ne prenant pas des questions ni à main levée ni dans la zone de commentaires. Donc, c'est bien sur la section S. Et toujours, vous aurez, comme l'année dernière, la possibilité de voter pour des questions. Et donc, c'est moi qui prendrai les questions. Et vous savez qu'on est dans un système démocratique. C'est les questions qui auront le plus de votes qui seront posées en premier. Avant de donner la parole à Xavier, donc je voulais vous annoncer que nous commencerons à partir de la semaine prochaine une série de webinaires sur le thème programme EPR2, sommes-nous prêts? Nous avons en effet, depuis l'annonce du président Macron, de nombreuses questions à la fois en externe mais aussi en interne. Et d'ailleurs, certaines sont tout à fait dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc ces webinaires, à raison d'un par semaine, seront organisés par donc Ludovic Dupin, et ils nourriront la première RGN de l'année. Ainsi, ils nous permettront aussi d'avoir nos premières discussions en préparation d'un débat public qui, nous l'espérons, pourrait démarrer cet été. Donc je laisse la parole maintenant à Xavier, et j'attends bien sûr vos questions. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Alors, je suis accompagné d'Olivier Houvenagel, qui est directeur adjoint d'économie du système électrique et qui a été le chef d'orchestre de la rédaction de ce gros travail, et de Pauline Lebert, qui est directrice adjointe du cabinet ici chez RTE. Alors, je vais commencer notre exposé. Nous avons des slides, nous allons les envoyer. Voilà, très bien. J'espère qu'elles sont visibles par tous. Je suppose que tout le monde connaît RTE autour de la table. Valérie, grossièrement, je vais simplement rappeler que les questions de prospective, c'est une mission légale de RTE qui a l'habitude de produire ce document de référence en général à échéance 10 ou 15 ans. Et l'étude que nous avons faite, dont les principaux résultats ont été rendus publics le 25 octobre, est nouvelle à 3 titres. Déjà, c'est la première fois qu'on se projette à un horizon de 30 ans. Déjà aussi, c'est la première fois qu'on intègre les scénarios du GIEC et donc les scénarios de dérive climatique. On verra que ça impacte bien évidemment à la fois la consommation, mais aussi la production. Et c'est la première fois qu'on met en place un dispositif inédit de concertation qui a duré 2 ans, dispositif auquel la SFEN a participé, et sur lequel je reviendrai vraiment très rapidement si on veut tenir dans les 20 minutes, peut-être 25, pardon Valérie, donc d'exposé préliminaire avant de prendre l'ensemble de vos questions. Je veux vous dire aussi qu'à notre connaissance, c'est la première
c'est une première européenne, une étude prospective aussi détaillée sur les chemins possibles pour les mix de production dans un pays de la taille de la France. Alors cette étude, on ne l'a pas faite tout seul, pardon. Ça a donné lieu à de nombreuses coopérations avec des organisations spécialisées. Je vais aller très vite, mais il y avait beaucoup Météo France, l'Institut Pierre-Simon Laplace qui travaille sur le climat, l'Agence internationale de l'énergie qui est un partenaire régulier, mais aussi le BRGM, bien évidemment sur les réseaux Enedis. Dans le monde du nucléaire, l'ANDRA, le CEA, l'ASN, mais aussi l'ADEME, d'autres grands gestionnaires de réseau comme nous, comme GRT Gaz, et enfin les services de l'État et de la CRE. Voilà, et nous avons aussi fait le choix pour la rédaction de ce document de s'entourer d'un conseil scientifique que nous avons constitué de manière ad hoc et qui a challengé nos travaux et nos analyses tout au long de leur réalisation. Si vous êtes intéressé par la liste de ces scientifiques, elle est publique et on y reviendra tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Alors, je disais que ça avait fait l'objet de nombreuses concertations. Cette démarche, voilà, en quelques chiffres, ce que nous avons réalisé, beaucoup de concertations thématiques pour qu'on soit bien au clair sur l'ensemble des hypothèses qui ont été rentrées dans le modèle, et aussi c'est une concertation qui a donné lieu à beaucoup de demandes et beaucoup de variantes, et c'est ce qu'avec Olivier et Thomas Vérin qu'on a intégré au produit final. D'ailleurs, ce n'est pas terminé, il y a des compléments et des prolongations qui seront publiés dans les semaines et les mois qui viennent. Et c'est aussi la première fois qu'on fait finalement une concertation publique ouverte à tous, et on a eu à l'occasion de cette concertation publique 4000 contributions, dont une petite centaine de contributions écrites d'organisations, d'entreprises, pour contribuer par écrit, au fond, à notre travail. Voilà. Un petit mot sur le modèle que nous utilisons pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le modèle qu'on utilise, c'est une simulation du système électrique au pas horaire. Donc, on modélise le comportement du système électrique à chaque heure, de chaque jour, de chaque année, pendant 30 ans. Et on croise cette modélisation du système électrique en fonction des mix de production qu'on rentre dedans, des scénarios météo, donc des chroniques météo. Donc, on en a construit 200 avec Météo France. Je disais que ces chroniques étaient compatibles avec les trajectoires du GIEC. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc, c'est un modèle probabiliste qui croise le fonctionnement du système électrique avec un certain nombre de chroniques météo. Et bien évidemment, c'est déterminant sur la consommation, mais aussi sur la production. Je dis tout ça pour vous dire que, par nature, le modèle qu'on utilise, il garantit la sécurité d'approvisionnement. C'est comme ça qu'il est construit. Donc, tous les résultats que nous trouvons garantissent la sécurité d'approvisionnement du pays, qu'on mette dans le mix de production beaucoup d'électronucléaire ou peu d'électronucléaire. Vous verrez tout à l'heure que ça joue bien évidemment sur les flexibilités. Et là, je sais que je parle à des spécialistes. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire un mot sur la consommation en 2050 et de l'univers dans lequel on s'est placé, qui est l'univers de la stratégie nationale bas carbone. Alors, on s'est placé dans cet univers, mais on ne l'a pas complètement reprise à notre compte. Alors, c'est un univers dans lequel la France s'est engagée à être neutre en carbone en 2050, et c'est un univers dans lequel on sort des énergies fossiles qui, aujourd'hui, représentent à peu près 60% de notre consommation d'énergie finale. Comment est-ce qu'on arrive à cette neutralité carbone en 2050 ? On y arrive en faisant de l'efficacité énergétique, c'est la flèche orange qui figure sur la slide. Nous avons repris à notre compte les ambitions de la France en matière d'efficacité énergétique. Et pour être au clair sur les termes, on appelle efficacité l'ensemble des dispositifs techniques technologiques qui nous permettent en tendance de consommer moins
d'énergie demain, je parle de l'amélioration de la performance énergétique des équipements, quand on change son frigo ou quand on renouvelle son ordinateur. Je parle de la rénovation thermique des bâtiments. Je parle de l'amélioration tendancielle des procédés industriels et je parle de toute l'efficacité gagnée lorsqu'on bascule du fossile vers l'électricité. Je pense que, notamment à la bascule vers le véhicule électrique. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces 930 TWh d'énergie consommée en 2050. On y arrive aussi, vous le voyez, c'est ce qui est en bleu, par une électrification massive des usages qui aujourd'hui, ce sont des usages très dépendants du pétrole et du gaz et qui demain progressivement vont basculer vers l'électricité notamment, mais enfin quand même essentiellement, à travers les véhicules particuliers, les procédés industriels qui sont en train de se décarboner et de s'électrifier en ce moment. Et pour donner un troisième exemple, à travers du chauffage et du développement des pompes à chaleur. Une fois qu'on s'est placé dans cet univers-là, on constate que l'électricité en 2050 représente 55% de la consommation d'énergie finale, alors qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 25%. Voilà. Alors, dans ce contexte, la France est dans ce cadre de la SNBC. J'ai dit qu'on avait pris le cadre sans exactement la suivre parce qu'on l'a redressé sur quelques paramètres. Et on a prévu donc une consommation d'électricité plus importante que ce que dit la SNBC en 2050. On constate que la France fait face à un double défi. Déjà, produire plus d'électricité parce que nous allons en consommer plus en 2050. Et le deuxième défi qu'on a l'usage de représenter sur un petit graphique, c'est pendant qu'il faut produire plus parce que nous consommerons plus, il faut que la France fasse face au défi, et c'est le second défi français, de remplacer son parc nucléaire de deuxième génération qui, pour des strictes raisons industrielles, devra fermer d'ici 2060. Et c'est dans cet univers-là que nous avons travaillé. Alors, une fois que j'ai dit ça, la question est quelle est notre projection de consommation en 2050 ? Je vais y venir tout de suite parce que ça a fait assez largement polémique. Nous avons redressé les projections de consommation qui figuraient dans les SNBC et à vrai dire, nous avons complètement redocumenté pour aboutir à une trajectoire de référence en matière de consommation France à 645 TWh en 2050. Alors, elle est redressée par rapport à la SNBC, notamment du PIB, de la démographie que nous avons fait le choix de prendre plus basse, mais aussi de toutes les politiques qui sont apparues depuis la SNBC, notamment la nouvelle stratégie en matière d'hydrogène. Nous avons encadré ce scénario central de référence par deux autres scénarios de consommation. Le premier donc est à gauche, c'est un scénario sobriété dans lequel que nous avons aussi documenté pour éclairer le débat public sur finalement les politiques et les changements de comportement que ça pourrait impliquer en matière d'habitat, de déplacement, d'industrie et de travail. Donc c'est un scénario sobriété à 550 TWh. Et de l'autre côté, nous avons encadré notre scénario central par un scénario de réindustrialisation profonde qui, lui, est estimé à 755 TWh en 2050 et qui suppose essentiellement dans les paramètres qui le drivent une part de l'industrie manufacturière poussée dans le PIB à 12 à 13%. Vous savez aujourd'hui que la part de l'industrie manufacturière dans le PIB français est de l'ordre de 10%. Et c'est ce 10% que nous avons gardé dans notre trajectoire de référence. Donc, vous constatez que le scénario de réindustrialisation profonde est un scénario très ambitieux du point de vue de la réimplantation d'industries manufacturières sur le territoire français. S'il fallait tirer des enseignements de cette discussion sur la consommation, alors, pardon, je suis obligé d'aller très vite, donc il y aura peut-être des frustrations sur l'enchaînement d'un certain nombre d'idées. Mais je vais aller à nos trois premiers enseignements qui ont conclu nos chapitres sur la consommation. Le premier enseignement, c'est
c'est qu'agir sur la consommation grâce à l'efficacité, vous vous souvenez des moins 40%, voire la sobriété, est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc ça, c'est notre premier enseignement, on en est absolument certain. Que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la consommation d'énergie globale de la France va baisser, mais celle de l'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles via l'électrification des usages. Et en passant, accélérer la réindustrialisation du pays en électrifiant les procédés augmente globalement la consommation d'électricité, c'est notre scénario réindustrialisation profonde, mais réduit l'empreinte carbone de la France. Vous savez à la fin que si les émissions nationales de CO2 baissent en tendance depuis un certain nombre d'années, l'empreinte globale de la France, elle ne baisse pas, puisque nous avons augmenté nos importations. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de la consommation. Alors, on va passer à la question du mix et des mix. Je vais essayer, une fois de plus, d'accélérer. Nous avons étudié 6 mix qui sont issus de la concertation. Donc, nous n'avons pas inventé des mix, nous avons utilisé la concertation et ce que nous disaient notamment les filières de leur capacité à faire pour construire 6 mix. Et finalement, on peut dire que ces 6 mix, ils reflètent les tendances de la société française aujourd'hui. Alors, ces mix, ils sont découpés en 2 grandes familles. Une famille, et c'est la première, c'est les scénarios M, dans lesquels la France déciderait de ne pas relancer de programme électronucléaire. Alors, donc, par définition, ils tendent vers 100% renouvelable, soit en 2050, c'est le cas du scénario M0, soit en 2060, c'est le cas du scénario M1 et M2. Et de l'autre côté, il y a 3 familles qui correspondent à des scénarios dans lesquels la France déciderait de relancer un programme électronucléaire dans des proportions plus ou moins grandes, jusqu'à ce que nous avons considéré comme la meilleure proposition à date de la filière nucléaire, issue de la concertation, c'est-à-dire 51 gigawatts de nucléaire en 2050, c'est le scénario N03, j'y reviendrai. Alors, quelques mots de détail là-dessus. Donc, je viens d'en parler sur le nucléaire, 3 scénarios. Un scénario N1 qui, lui, finalement, reflète et la prolongation du scénario qu'on a appelé NNF et qui est la proposition d'EDF, c'est-à-dire de commencer par 6 tranches de PR2 jusqu'en 2045 et après de construire une paire tous les 5 ans. Donc ça nous conduit finalement à un parc nucléaire assez petit en 2050 sur la base d'une consommation de référence, et c'est notre trajectoire centrale de 645 TWh en 2050, ça fait 26% de nucléaire. Donc ce n'est pas un scénario très nucléarisé, c'est en fait un scénario dans lequel il y a beaucoup de renouvelables et ça rentre dans les catégories de ce que nous avons appelé avec l'Agence internationale de l'énergie en janvier dernier. Ce scénario fait partie de ce qu'on a appelé les scénarios à haute part d'énergie renouvelable. Et puis nous avons construit 2 autres scénarios, là aussi issus de la concertation. Un scénario N2 dans lequel on a une trajectoire plus dense, plus importante, je dirais, en matière de construction de PR2, puisque nous avons dans ce scénario entré la construction de 14 PR2 d'ici 2050. Et enfin, donc un scénario N03 qui reprend le scénario N2, donc 14 EPR d'ici 2050, plus 2 hypothèses techniques que nous avons posées sur la table, le développement de SMR sur le réseau de la France continentale dans une proportion de 4 gigawatts, plus l'hypothèse de la prolongation de certaines tranches du parc de 2e génération existant au-delà de l'âge de 60 ans,
dans une proportion de 8 gigawatts. Voilà l'économie générale de nos scénarios nucléaires. Donc un premier scénario qui est le programme NNF prolongé. Le second qui prédit la construction de 14 tranches de PR2 d'ici 2050. Et le troisième, on y ajoute 4 gigawatts de SMR ainsi que des prolongations de tranches, j'insiste, au-delà de 2060 dans ce scénario N03. Voilà pour la description des scénarios nucléaires. Alors de l'autre côté, il y a les 3 scénarios 100% renouvelables. Alors ces 3 scénarios 100% renouvelables, ils sont bien évidemment assez contrastés. Le scénario M0 est un scénario dans lequel finalement des pouvoirs publics décideraient de précipiter la sortie du nucléaire et tiendraient un objectif politique de zéro nucléaire en 2050. Donc ça voudrait dire la fermeture anticipée du parc de deuxième génération. Les scénarios M1 et M23, eux, respectent finalement la trajectoire industrielle de fermeture normale des tranches nucléaires de deuxième génération pour l'essentiel à 60 ans et pour quelques-unes à 50 ans. C'est notre hypothèse. La différence entre ces deux scénarios, c'est qu'ils sont assez contrastés. Le M1 correspond à un modèle de développement des renouvelables finalement assez diffus et notamment donc articulé sur le solaire. Le deuxième est un scénario grand parc, donc c'est un scénario plus performant sur le plan économique et donc qui correspond à un plus grand développement de l'offshore et des grands parcs solaires sous forme de fermes, ainsi que de grands parcs d'éoliens terrestres. La petite colonne à droite, et je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vois que je suis déjà très en retard, tient à illustrer que si la France s'orientait dans ce scénario-là, il faudrait qu'elle batte le record de rapidité d'installation des renouvelables de ses voisins européens, donc qu'elle dépasse leur rythme moyen et que, au moins sur les éoliennes terrestres et sur le solaire, qu'elle arrive à battre régulièrement des records d'Europe de développement. Je vous ai dit donc une bêtise, au moins sur les éoliennes en mer et sur le solaire, que la France parvienne à battre des records d'Europe régulièrement et presque tous les ans pour tenir un rythme de développement qui nous permettrait d'atteindre ces mix en 2050. Donc vraiment un énorme défi de rythme lorsqu'on tire les trajectoires de développement de ces énergies renouvelables d'ici 2050. Voilà le défi. La composition de ces mix et la manière dont les systèmes en tournée nous font conclure 2 enseignements supplémentaires. Vous avez vu dans les constructions des mix et même en prenant la meilleure proposition à date de la filière sur le nucléaire, qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Et on dit bien significatif parce que dans le scénario N03, qui est notre scénario le plus nucléarisé, les énergies renouvelables occupent encore une place très importante. Et se passer de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est ce que je viens de dire, impliquerait des rythmes de développement des renouvelables plus rapides que ceux des pays voisins les plus dynamiques. Donc vraiment un énorme défi de développement et d'insertion dans les territoires. On va se dire un mot d'économie désormais, puisque je suppose que tout le monde attend un peu ce moment. Je vais comparer devant vous les différents scénarios de coût complet annualisé du système électrique. Alors j'insiste pour dire que nous travaillons en coût complet du système électrique. Donc nous comptons tout, l'amont, l'aval, les coûts fixes et les coûts variables. On est vraiment en coût complet du système électrique et on va commencer par les coûts complets de la production. Et on peut faire un premier constat, c'est que quand on compare nos différents mix électriques qui, j'insiste, garantissent tous la sécurité d'approvisionnement du pays, en fait, les coûts de production des différents scénarios et même des 2 familles sont approximativement les mêmes. Alors, donc commencez à voir qu'il y a de légères différences, mais on peut considérer qu'ils sont relativement comparables.
Alors, le deuxième constat, c'est qu'on voit en revanche que les besoins de flexibilité commencent à être déterminants sur les coûts complets de nos scénarios. Alors, dans mon propos, j'appelle flexibilité 5 choses. La première, c'est le pilotage de la demande. La seconde, c'est le développement des interconnexions. La troisième, c'est le stockage hydraulique. La quatrième flexibilité, ce sont les batteries. Et la cinquième flexibilité, ce sont des centrales thermiques qui fonctionneront demain à l'hydrogène. Globalement, ce qu'on trouve, c'est que les besoins supplémentaires de flexibilité, ils sont estimés d'ici 2050 à plus 30 à plus 70 gigawatts selon les scénarios, ce qui est absolument considérable. Donc, bien évidemment, ce sont des postes de coûts annualisés absolument importants. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que les scénarios qui tendent vers 100% renouvelables commencent à être plus coûteux chaque année, puisque compte tenu de la variabilité des renouvelables, bien évidemment, ils demandent des installations de flexibilité beaucoup plus compétentes. Le troisième constat, je vais le faire sur les réseaux. Ils participent aussi à différencier les scénarios du point de vue économique, et bien évidemment, ils renchérissent le coût des scénarios qui tendent vers 100% renouvelables, surtout le scénario qui est construit autour d'un modèle d'énergie renouvelable diffuse, puisque c'est dans ce cas-là que les réseaux se renchérissent le plus. Nous avons donc obtenu des coûts complets que nous allons vous afficher du système électrique en 2060. Alors, on s'est mis en 2060 pour que la comparaison soit juste, puisque c'est à cette date-là que le parc nucléaire de deuxième génération a normalement fermé du point de vue industriel si les tranches s'arrêtent à 60 ans, sauf le PR2 de Flamanville. Et c'est la raison pour laquelle on a conclu qu'il y avait un avantage économique visible pour des scénarios qui comportaient du nouveau nucléaire. Vous voyez, c'est assez déterminant sur ce graphe. Je veux mettre deux précisions à ces conclusions économiques qui sont très importantes. L'avantage économique des mix qui comportent du nouveau nucléaire est conditionné à un financement qui ne s'écarte pas de celui des autres technologies bas carbone. Donc, nous avons considéré que l'ensemble des technologies bas carbone renvoyaient au même WACC. Et nous, notre hypothèse centrale de coût de financement de ces énergies bas carbone, c'est 4%. Nous avons fait des tests à 1% en coût de financement. Nous avons fait des tests à 7%, mais notre hypothèse centrale, elle est à 4%. J'insiste pour dire que ces scénarios valent si les coûts de financement sont les mêmes pour toutes les technologies. Et dans notre hypothèse, cette hypothèse est de 4%. Et le deuxième commentaire que je voudrais faire, et je ne vais pas malheureusement avoir le temps de vous le détailler, c'est que cet interclassement entre des scénarios nucléarisés avec du nouveau nucléaire et ceux qui ne le sont pas sont absolument résistants au crash test que nous avons mené et qu'on va vous projeter. Alors peut-être que Pauline, on va tout afficher d'un coup. Voilà. Alors là, c'est tous les crash tests que nous avons réalisés. Je n'ai pas le temps de vous les détailler. Nous avons pris le scénario N2, qui est le scénario qui comporte 14 EPR d'ici 2050, et nous l'avons comparé au moins cher des scénarios 100% renouvelables, qui est le scénario M23. Il y a de l'ordre de 9 milliards d'écart entre les deux scénarios en coût complet annualisé en 2060, et nous avons testé la sensibilité de ce résultat en faisant varier. On a perdu les slides. Excusez-moi. C'est ça? Voilà. J'espère que vous me voyez encore. Voilà. Donc, pour être sûr de nos résultats et de l'interclassement économique, nous avons fait varier un certain nombre de paramètres et nous avons posé des hypothèses. Alors, lorsqu'on fait changer
une hypothèse, on est dans le monde du vert. Lorsqu'on fait changer deux hypothèses favorablement ou défavorablement au nucléaire, on est dans la zone du violet. Et lorsqu'on fait changer trois hypothèses, on est dans la zone du rouge. Le seul cas dans lequel les interclassements entre les scénarios qui comportent du nouveau nucléaire et ceux qui ne comportent pas de nouveau nucléaire s'inversent ou est égal à 0, c'est si le coût du nouveau nucléaire est très élevé, et on a considéré que le coût du nucléaire très élevé, c'était le coût de Flamanville 3 à date, sans les coûts de portage, donc pour être précis, et si, en face de cela, tous les coûts des technologies renouvelables restent faibles, notamment le coût de l'éolien offshore flottant. Voilà, donc c'est le cas dans lequel la différence économique s'annule. Dans l'ensemble des autres cas, comme vous le voyez, la différence reste supérieure à 0 et laisse un avantage économique clair à des scénarios qui comportent du nouveau nucléaire. Alors, puisqu'on est devant la SFEN, on a choisi de vous faire un petit zoom que nous ne faisons pas dans les présentations classiques de futur énergétique sur la manière dont on a pris en compte les coûts de l'aval du cycle nucléaire. Et pour ça, je vais donner la parole à Olivier Ouvenagel qui est avec moi. Et après, on pourra, si vous en êtes d'accord, passer aux questions parce que malheureusement, j'ai pris trop de temps. Oui, alors je ne sais pas si vous me voyez. Oui, c'est bon. Juste un petit point sur les coûts liés à l'aval du cycle nucléaire, puisque c'était un sujet qui a été fortement débattu dans le cadre de notre concertation, avec des points de vigilance qui ont été émis par certains acteurs, y compris la Cour des comptes qui a rendu un rapport récemment sur le sujet, et avec parfois l'idée qui était que ces coûts ne sont pas pris en compte dans les analyses économiques. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est évidemment de les intégrer de manière explicite dans le chiffrage économique, de manière à avoir la vision complète de l'ensemble des coûts, de l'amont, de l'exploitation, de l'investissement et de l'aval liés au cycle nucléaire, comme on le fait pour les autres filières. Donc spécifiquement pour la question du cycle du combustible nucléaire, on a pris en compte des coûts liés à la question du traitement et du recyclage des combustibles usés et à la gestion des déchets radioactifs avec le stockage de long terme, notamment avec le projet CIGEO. Dans ce cadre-là, on a retenu une approche prudente. Donc on n'a pas vocation à donner des chiffres de référence, mais en tout cas, on a pris une approche prudente en intégrant des majorants pour vérifier la robustesse et la sensibilité des analyses économiques. On a notamment vu que, en faisant varier le coût du stockage des déchets radioactifs à long terme, ça avait un impact limité sur la comparaison des scénarios. Donc ça permettait d'avoir une approche robuste sur la comparaison économique et de bien intégrer cette composante importante. Je ne vais pas aller plus loin, je pense qu'on va laisser la place aux questions. Xavier, je ne sais pas si tu avais un autre point pour conclure, mais sinon, on peut répondre à vos questions. Alors, pour finir, peut-être en guise de conclusion, on a balayé un tout petit bout de nos enseignements. On est devant la SFEN, donc on souhaitait quand même zoomer non seulement sur la consommation, mais sur la manière dont on avait pris les mix, surtout ceux qui sont nucléarisés, voire très nucléarisés d'une part, et sur la manière dont nos études relataient le coût complet annualisé des différents mix électriques. Je veux juste finir sur le coût au mégawattheure, qui est un élément important du débat public. Il ne vous a pas échappé qu'il y a trois grands éléments qui ont structuré le débat public lorsqu'on a publié notre rapport, et même avant. La première chose qui a structuré le débat, c'était beaucoup de consommation vs peu de consommation, donc c'était tendanciel vs sobriété. D'ailleurs, c'est un débat qui n'est pas résolu. Je ne reviens pas sur le débat pour ou contre le nouveau nucléaire et sous quelle forme vous le connaissez. Il est dans le débat public. Nous, on est technologiquement neutre, donc par nature, bien évidemment, on ne prend pas parti pour. Et le troisième débat, qui a été moins important, mais qui commençait à naître, c'était: est-ce que finalement, tout ça ne va pas coûter beaucoup plus cher aux Français demain? Et donc, avec les coûts complets du système électrique que nous avons calculés en 2060,
et des scénarios qui oscillent entre 60 milliards et 80 milliards d'euros par an? En fait, la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que, bien évidemment, le système électrique de demain coûte plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le système électrique coûte 45 milliards d'euros par an en coût complet annualisé. Alors, donc le système électrique de demain coûte plus cher, mais c'est normal parce qu'on consomme plus et donc il faut produire plus. En revanche, si on rapporte le coût complet annualisé du système électrique au coût du mégawattheure, là, on est dans des augmentations beaucoup plus modestes, puisque en fonction des scénarios que l'on retient, soit le scénario N2, N3 d'un côté, soit le scénario M1, M23 de l'autre, on arrive à des augmentations au mégawattheure de plus 0, enfin de plus quelques pourcents, à plus 30 à 35%. Nous avons fait le choix rédactionnel pour ne pas prendre parti entre les scénarios, d'écrire que nous trouvions une médiane d'augmentation du coût au mégawattheure de l'ordre de 15%, mais nous écrivons aussi que les scénarios qui sont très nucléarisés peuvent conduire à une augmentation du coût au mégawattheure de l'ordre de plus quelques pourcents dans 40 ans. De l'autre côté, des scénarios qui tendent vers 100% renouvelable, une augmentation de l'ordre de plus 30% au mégawattheure. J'insiste pour dire que moi je parle de coût et pas de prix, hein, et que, comme vous le savez, surtout en ce moment, il y a une différence substantielle entre les coûts et les prix de l'électricité. Voilà Valérie, ce que je voulais vous dire, et on va prendre toutes vos questions. Merci beaucoup Xavier. Donc juste, je vais passer la main, comme on avait dit, 5 minutes à Michel pour qu'il puisse apporter un complément de vue de la section technique économie. Michel. Merci Valérie et merci beaucoup Xavier pour cette présentation. Je vais donc partager brièvement avec vous. Juste un point, excuse-moi, j'en profite pour vous redire que c'est le moment de poser des questions. Donc vous cliquez sur la petite icône S en haut à droite de votre écran. Il y a déjà pas mal de questions, donc posez vos questions et votez. Merci. Je te repasse la main, Michel. Merci Valérie. Donc partager avec vous quelques réflexions concernant donc, ces scénarios de RTE en espérant que ça permette de stimuler le temps d'échange à venir avec les participants. Comme Valérie l'a dit, la SEN a été très largement mobilisée au travers de la section technique que j'anime et que je remercie, mais aussi plus largement l'ensemble des membres de la SEN qui ont pu nous faire remonter leur point de vue. J'ai 3 points pour être bref. Premièrement, revenir sur l'ampleur du travail de RTE, je pense que c'est important. Deuxièmement, quelques enseignements que je voudrais vraiment mettre en exergue, et puis conclure sur peut-être quelques sujets qui restent encore devant nous. Sur l'ampleur du travail de RTE, là, je vais prendre juste un instant ma casquette OCDE et le dire avec beaucoup de force, il n'y a pas d'équivalent pour moi dans les pays de l'OCDE, y compris en Europe, en termes d'ampleur de travail qui a été réalisé par RTE. C'est vrai sur le fond, en termes techniques, en termes de modélisation, de prospective, y compris, ça a été dit, sur la prise en compte des aléas, notamment climatiques. C'est vraiment majeur quand on se projette à 2050 d'arriver à faire ça, et ça, c'est important de le souligner. Au-delà du fond, la forme a également été extrêmement inédite. Hein. Le travail de concertation a été vraiment d'une ampleur inédite et qui a vraiment permis à l'ensemble des parties prenantes d'exprimer leur position sur des sujets qui sont souvent clivants, passionnés. Et je pense que l'ensemble des parties prenantes sort du travail de RTE avec le sentiment d'avoir avancé collectivement, ce qui est vraiment un marqueur de succès. Et puis, je pense que le troisième point, c'est l'impact de ces scénarios, leur caractère très didactique, même si peut-être parfois les noms des scénarios donnent une petite barrière d'entrée, et donc didactique vis-à-vis du grand public, et c'est le point, je pense, vraiment le plus important, vis-à-vis des décideurs. Ce sont vraiment des scénarios qui sont là pour aider à la décision, et ça, vraiment, dans le contexte actuel, c'est majeur, et on sait que souvent,
c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Hein. Passer de scénarios, enfin, permettre que des scénarios soient des objets utiles pour les décideurs, c'est toujours un sujet délicat, et je pense particulièrement l'approche avec des stress tests permet vraiment de bien prendre en compte le fait que pour ce qui concerne le nucléaire, les décisions concernant les EPR, de prendre un nouveau nucléaire, décision sans regret. Même chose côté renouvelable. Et puis aussi permettre vraiment de comprendre qu'il ne faut pas uniquement raisonner en termes de coût LCOE, mais raisonner en termes de coût de système. Ça fait de nombreuses années que beaucoup le disent. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux travaux de RTE, on a avancé. Passer brièvement sur les quelques principaux enseignements. Il y en a beaucoup. Il y a même des suites à venir sur les travaux de RTE, donc on n'a pas fini d'avoir des enseignements. Mais je voulais revenir avec vous sur, je pense, deux points vraiment de convergence, un point de vue de la semaine sur les résultats de RTE, un point de complément et peut-être un point de controverse. Les convergences. D'abord, principale convergence, bien sûr, c'est le fait que la décision de lancer 6 EPR2, compte tenu de l'ensemble des variantes, est une décision sans regret. C'est quelque chose que la semaine avait déjà regardé il y a de cela un peu plus d'un an dans nos scénarios, montrait qu'il y avait une forte valeur d'assurance à lancer un programme EPR2 qui ne préjuge pas de 6 EPR2, qui ne préjuge pas de la suite, qui ne préjuge pas de la part optimale du niveau du nucléaire à l'horizon 2050, mais qui, voilà, malgré tout, est aujourd'hui, compte tenu des incertitudes, une décision sans regret. Et également une forte convergence sur la question du financement pour le nucléaire et l'ensemble des technologies bas carbone. Je ne vais pas être plus long là-dessus parce que c'est un sujet, petit teaser, sur lequel la semaine va publier dans quelques semaines ou quelques jours. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus très prochainement. Un complément, mais ça a été d'une certaine façon évoqué, c'est bien sûr le différence entre coût et prix d'électricité, et derrière cela, la nécessité sans doute de revoir en profondeur ce qu'on appelle parfois le market design, l'organisation des marchés de l'électricité. C'est vraiment dans l'actualité brûlante, et on voit au-delà des décisions industrielles à prendre, et aussi des décisions à prendre sur l'organisation des marchés. Et ça, il faudra être capable de conjuguer les deux dans les années à venir. Et puis, je disais une controverse, et vraiment, je vous le dis au sens noble du terme, autour de la question, pas tant de la part optimale du nucléaire à 2050, mais de savoir comment on peut accélérer un programme nouveau nucléaire au-delà de la première série de 6 EPR. Lisez vraiment hein, le rapport de RTE, il y a beaucoup de finesse dans l'analyse, je l'ai encore relu aujourd'hui, et le rapport dit bien que la question de la part optimale du nucléaire en 2050 n'est pas vraiment la question, enfin le sujet central vu d'aujourd'hui, et que RTE a bien sûr été extrêmement mesuré sur les hypothèses retenues, y compris compte tenu des retours qui ont été faits par la SFEN, mais qu'il faut cependant garder cette question ouverte dans les années à venir pour préparer les décisions qui seront en fait pas les décisions à venir hein, sur le programme EPR2, mais sur les décisions post-2030. Une fois qu'on a dit ça, il reste quand même la question de savoir comment accélérer. Et là-dessus, on avait commencé à réfléchir à différents leviers complémentaires. Hein. On avait partagé avec RTE, il y a genre, trois leviers. Un aspect, bien sûr, avant tout industriel, sur la capacité à avoir de la visibilité sur un programme. C'est majeur pour être capable d'investir dans l'outil industriel. Ça implique malgré tout aussi un arbitrage hein, pour être capable de lisser le programme. Un levier, sans doute peut-être appelé réglementaire, notamment sur les délais entre la décision et le lancement de construction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en parallèle et qu'on fait en séquentiel, ce qui rajoute bien sûr des délais caractéristiques. Nous, il faut aussi réfléchir à cela si demain on veut lancer un programme
quantitatif sur le nouveau nucléaire. Et puis, un dernier point qui est autour de la forte convergence entre un programme nucléaire qui pourrait être lancé en France et ce qui peut se passer ailleurs au niveau européen. On voit vraiment que nos voisins européens, ceux qui n'ont pas fait le choix de sortir du nucléaire, se réinterrogent sur construire du nouveau nucléaire, et il y aura certainement une forte convergence entre un programme français et européen qui peut être facteur d'accélération. Conclurez très brièvement sur les sujets devant nous pour 2022 et je vais en retenir juste un qui est la question du mix électrique au-delà du rôle du nucléaire au-delà du mix électrique. On a commencé une concertation autour de la stratégie énergie-climat et bien sûr on a parlé aujourd'hui des applications électrogènes du nucléaire, mais il faut aussi garder à l'esprit l'ensemble des applications calogènes, dialvacteur électrolyseur, électrolyse. Enfin, il y a l'utilisation au travers de l'électrolyse, mais il y a aussi d'autres applications du nucléaire, notamment la chaleur, pour des applications industrielles ou résidentielles. Et donc, c'est aussi quelque chose à ouvrir comme sujet de discussion pour être en capacité de bien prendre en compte l'ensemble des potentialités du nucléaire dans le cadre des objectifs de décarbonation. Voilà Valérie, je m'arrête. Merci beaucoup Michel et merci Xavier. Donc on va commencer les questions. Donc je vois que vous avez bien voté, il y a 20 questions. Donc certaines on va pouvoir les regrouper, donc tant mieux. Donc la première question, celle qui arrive en tête, je ne sais pas Xavier si vous pouvez remettre votre caméra. C'est la première. Oui, très bien, la voix, ça ira. Pourquoi l'étude RTE n'a pas retenu une hypothèse à 70% de nucléaire dans le bouquet électrique et pourquoi se limiter à 50%? Alors, merci de cette question parce que ça me donne l'occasion de préciser une chose. On n'a pas limité la part du nucléaire à 50%. Il s'avère que le hasard fait que 51 gigawatts de nucléaire en 2050, ça fait 50% de nucléaire dans une hypothèse de consommation à 645 TWh. Si on était dans un univers où on consommait de manière plus sobre, du genre 550 TWh, alors la part du nucléaire sera de 60%. Et si on est en l'hypothèse du scénario de consommation réindustrialisation profonde, la part du nucléaire descend à 40%. Et en fait, il y a eu une profonde ambiguïté. On a eu l'impression que ces 50% qu'on trouvait dans notre, qui sont les 50% du mix N03 rapporté au scénario de consommation centrale, était finalement une application de la loi qui plafonnerait le nucléaire à 50%. Alors là, pas du tout. On s'est complètement affranchi des textes d'aujourd'hui. On s'est fié à ce que nous ont dit les filières professionnelles et industrielles. C'est pour ça qu'on a fait une concertation. On a posé la question à la SFEN, on a posé la question au GIFEN, on a posé la question à EDF. Quelle est votre capacité maximale? Quel est votre plus grand défi atteignable à date en matière de capacité nucléaire installée en 2050? De ce point de vue, la réponse de la filière, ça a été 51 gigawatts. Ça a été discuté dans la concertation. Et j'insiste pour dire que, vu d'où on part, aujourd'hui, on est déjà en 2022, c'est quand même un défi. C'est un défi de construire 14 tranches d'EPR désormais en moins de 30 ans. Donc ça veut dire que, au-delà de 2035, qui serait finalement le couplage de la première paire, il faudrait que la France aille très très vite pour être capable de construire entre 2035 et 2050 12 tranches supplémentaires. Ce à quoi nous avons ajouté, après une excellente discussion avec les acteurs de la filière nucléaire, l'hypothèse d'exploitation de SMR en mode civil et commercial sur le réseau français, et ce à quoi nous avons ajouté l'hypothèse de la prolongation de certaines tranches de deuxième génération au-delà de 60 ans. Vous savez que c'est une hypothèse qui est posée, mais vous savez que
pour l'instant, ce n'est encore qu'une hypothèse. Ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, il faut un dossier, il faudra faire un peu de recherche et développement probablement, et puis donc il faudra que la SN donne son accord. Voilà. Alors c'est une hypothèse industrielle, mais lorsqu'on cumule l'ensemble de ces hypothèses industrielles, on arrive à 50 gigawatts de nucléaire installés en 2050, deuxième génération et troisième génération, et c'est la raison pour laquelle on s'est limité à ça, parce que c'était la meilleure proposition de la filière à ce moment-là. Après, si les choses changent dans les années qui viennent, bien évidemment, donc on les intégrera, mais on ne peut pas faire autrement que de faire confiance aux filières et d'intégrer les plus beaux défis qu'ils peuvent réaliser au moment où on leur pose la question. Voilà ma réponse à Tripod. Je ne sais pas qui c'est, mais qui a été une question très likée. Alors, il y a une autre série de questions importantes sur l'Europe. Donc, il y en a une première qui existe-t-il un exercice de prospective offre-demande similaire à l'échelon européen? Comment les pays peuvent-ils se coordonner face à la question de la baisse des moyens pilotables? Il y en a une après, voilà, quid de ces scénarios sur l'équilibre du réseau en Europe? Quel impact du choix des autres pays sur le réseau français? Il y en a une autre plus bas, que je crois quel est l'impact des choix français sur les autres pays? Donc, voilà, tout un tas de questions qui parlent de est-ce qu'il existe cet exercice finalement de bilan prévisionnel et de dialogue entre les différents États membres à l'échelon européen? Alors, merci Valérie. Pour égayer les réponses, je vais passer la parole à Olivier. Oui, alors sur l'exercice européen, oui, il en existe bien un dans le cadre de l'association des gestionnaires de réseaux de transport européens, donc nos homologues, l'association ENSOE. On réalise régulièrement, donc à peu près tous les 2 ans, un exercice de scénario de long terme dans le cadre du plan décennal de développement du réseau, le TYNDP. Depuis quelques années, on le fait en partenariat avec nos homologues gaziers également, d'ENSOG, pour avoir des scénarios d'atteinte de la neutralité carbone dans le système européen jusqu'à l'horizon 2050. Et c'est sur la base notamment de ces travaux de prospective qu'on alimente nos propres scénarios. Quand on a la modélisation européenne, on doit prendre en compte ce qui se passe, les évolutions qui sont prévues dans les pays voisins, et on s'alimente avec ces études-là. Alors après, l'exercice de prospective européen, il ne va pas aussi loin que ce qu'on peut étudier quand on décline, enfin quand on réalise l'étude sur la France. On peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse économique, l'analyse technique, l'analyse environnementale, et c'est ce qu'on a fait. Mais au moins, il nous sert de point de référence pour la construction des hypothèses européennes. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'avec un système beaucoup plus interconnecté, il y a des interdépendances importantes qui se créent au niveau européen dans tous les scénarios. Et donc, il faut dimensionner le système électrique français en fonction de ces interconnexions. Je pense que pour compléter, un des points le plus important, des points de sensibilité le plus importants dans nos scénarios, c'est quel est le niveau de sécurité d'approvisionnement dans les pays voisins. Si jamais certains pays voisins ont un niveau de sécurité d'approvisionnement qui se dégrade, c'est-à-dire s'ils ne développent pas assez de moyens thermiques ou s'ils visent un niveau de sécurité d'approvisionnement plus faible qu'aujourd'hui, ça impacte le dimensionnement du système électrique français. On a fait pas mal d'analyses de sensibilité qui sont restituées dans notre rapport, et c'est un des points les plus importants qu'on peut élever. J'ajoute qu'on a, alors je dis on, mais c'est les équipes d'Olivier qui ont modélisé 17 mix électriques en Europe. On n'a pas modélisé la France, une France isolée ou un isolat au milieu de l'Europe. On a bien modélisé 17 mix européens, et bien évidemment, à chaque fois, on étudie ce qui relève des échanges entre les pays sur la base de différentes hypothèses d'interconnexion. Et nous avons pris une hypothèse centrale d'interconnexion à 39 gigawatts. Par rapport à aujourd'hui, c'est à peu près x3, puisqu'aujourd'hui, on a une quinzaine de gigawatts d'interconnexion entre la France et ses pays voisins.
Merci beaucoup tous les deux. Donc, on a une série de questions sur la consommation. Donc, la première, l'Allemagne ou le UK prévoit une évolution de la consommation d'électricité de plus 50 à 100% d'ici 2050, selon l'AIE, pardon. Comment s'explique l'écart avec la prévision française, qui est donc 26%. Une autre question qui porte sur, toujours sur la consommation, sur la variante, il y a plusieurs questions sur la variante réindustrialisation profonde, dans la mesure où les associations industrielles ont donné des évaluations encore plus élevées, de plusieurs centaines de térawattheures, et que cette variante aussi inclut des variantes élevées sur l'hydrogène. J'ai vu une question aussi passer sur la question de savoir est-ce que ça intégrait la stratégie européenne sur le kérosène pour la décarbonation de l'aviation. Voilà. Des tas de questions sur la consommation. Alors, je vais laisser la parole à Olivier et après, je dirai un mot sur les niveaux de consommation des industriels. Il faudra me réafficher la question, Olivier, si tu peux la dérouler, la question sur les industriels. Oui, alors je réponds, je commence par la première question sur les prévisions d'autres pays. Alors, bon, déjà, la prévision qu'il y a dans nos scénarios, c'est plus 35% à l'horizon 2050 dans notre scénario central. C'est encore au-delà dans notre scénario réindustrialisation profonde. Donc, avec le panel, on n'est pas très loin de ce que prévoient d'autres pays. Et la différence, les différences possibles avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni, elles s'expliquent aussi par, d'une part, le fait que le point de départ n'est pas le même. En France, on est sur des usages qui sont déjà en grande partie électrifiés, notamment dans le chauffage pour les bâtiments, ce qui n'est pas du tout le cas au Royaume-Uni ou en Allemagne, voire dans une moindre mesure dans l'industrie. Donc le point de départ en termes de taux d'électrification n'est pas le même. Et c'est aussi pour ça que d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui vont être amenés à beaucoup électrifier pour se décarboner, prévoient des prévisions plus importantes. Un point aussi sur la réindustrialisation et l'hydrogène, parce que ça a été mentionné et ça fait écho à ces questions-là. Notre scénario de référence intègre bien les objectifs publics actuels en termes de réindustrialisation et d'hydrogène. Donc on a repris la stratégie nationale bas carbone et on l'a actualisée avec la stratégie hydrogène qui a été publiée en 2020. Donc c'est bien intégré dans le scénario de référence. Et sur la partie réindustrialisation, on dit qu'on maintient la part de l'industrie dans le PIB à 10%. Mais ce maintien, c'est déjà contre-tendanciel et ça implique un effort de réindustrialisation. Donc c'est bien intégré dans notre scénario de référence. Et c'est pour ça aussi que notre scénario réindustrialisation profonde, il s'appelle bien réindustrialisation profonde parce qu'on va bien au-delà. 12 à 13%, c'est un effort substantiel qui est probablement au-delà des plans de relance ou des plans France 2030 et qui est un virage radical en termes de réindustrialisation du pays. Tu as perdu, Olivier. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je pense que c'est Valérie, peut-être à la scène, qui a perdu Internet. Ok. Vous pouvez continuer. Oui, je confirme, on entend. Bon, alors je vais reprendre la parole. Alors, à notre connaissance, non, les associations d'industriels, notamment l'UDINEN, ne prévoient pas de surconsommation par rapport à notre scénario réindustrialisation profonde. Nous sommes alignés avec leurs estimations et donc on estime effectivement qu'un scénario de réindustrialisation profonde tourne autour de 750 TWh. Après, j'en profite pour, comme je suis devant la Sven, pour vous dire que à un moment de la sortie de notre étude, alors je vois que Valérie a effectivement perdu Internet, s'est concentré un débat sur est-il raisonnable finalement de prévoir des trajectoires de consommation finalement aussi peu élevées alors que d'autres parieraient sur une consommation d'une France peut-être même à peine réindustrialisée de 800-850 TWh. Nous, très honnêtement, ce n'est pas ce qu'on documente. C'est-à-dire que nous, quand on fait une trajectoire de consommation, on fait du bottom-up. C'est-à-dire qu'on la documente à partir de zéro et on empile les usages. Donc, on n'est pas du tout dans la prophétie autoréalisatrice, mais bien dans une démarche savante de documentation.
de tout ce que ça veut dire en termes de consommation d'électricité, soit donc à la hausse, soit à la baisse. Donc oui, nous avons documenté une trajectoire de consommation à 755 qui correspond à, comme le disait Olivier, vraiment un effort absolument majeur du pays en matière de réintégration et de retour de son industrie manufacturière. Je vous rappelle que même le scénario central que nous avons étudié, il est très ambitieux. Garder une part de 10% de l'industrie manufacturière dans le PIB, pendant que la France croîtrait en moyenne de 1,3% par an pendant 30 ans, est un objectif déjà absolument considérable. Et à cela, nous avons ajouté ce scénario de réindustrialisation profonde qui, lui, serait plus que contre-tendanciel, serait une vraie rupture sur la relocalisation sur le territoire national de cette industrie manufacturière qui est partie ces quelques dernières décennies. Voilà ce que nous avons fait. Donc nous, nos scénarios sont documentés. C'est vraiment donc une approche bottom-up qui permet de rendre compte de ce que les Français consommeront dans quelques dizaines d'années. Et j'en profite pour dire que la polémique qui a pu, enfin, c'est pas une polémique, c'est une controverse, peut-être un peu plus profonde que la toute petite controverse qu'a pointé Michel dans son commentaire tout à l'heure. J'en comprends pas tellement l'intérêt, puisque s'il y a discussion sur les trajectoires de consommation pour devoir justifier la création, enfin le lancement d'un nouveau programme électronucléaire français, je vous dirais simplement que c'est pas du tout la peine. C'est pas la peine de projeter des trajectoires de consommation à 850-900 TWh par an pour justifier du nouveau nucléaire. Dès notre trajectoire centrale de consommation à 650 TWh par an, nous faisons la démonstration que du point de vue économique, lancer un programme électronucléaire est justifié si le critère économique est le premier critère de la décision. Et dès lors que les 6 premières paires d'EPR restent dans les coûts qui ont été donnés et audités par l'État, ce n'est pas la peine de parier sur 800 TWh de consommation pour justifier du nouveau nucléaire. Une trajectoire centrale suffit pour faire le constat que oui, il y a plusieurs milliards d'écarts en coût complet à annualiser entre des scénarios qui comportent du nouveau nucléaire et ceux qui n'en comportent pas. Merci. Bon, on arrive à la fin de cette session. Je vais juste prendre une question, une dernière, si vous êtes d'accord, Xavier. Oui, j'ai tout mon temps, allez-y. Il y a un certain nombre de questions de court terme. Donc, il y en a une qui est 1500 MW de charbon ce matin. Comment en est-on arrivé là? Et d'une manière générale, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce travail? J'irai pour le court terme, en tout cas jusqu'à 2030, et on pense en particulier à la trajectoire de fermeture de réacteurs de la PPE. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette étude sur ce 2030, je dirais, 2021, 22 maintenant jusqu'à 2030. Ok, alors pourquoi le charbon tourne-t-il? Parce qu'on est en hiver et que depuis un certain nombre d'années, la France a fermé essentiellement des moyens de production décarbonés, notamment tout le fioul, hein, et puis beaucoup de ces tranches à charbon. Ça fait une dizaine de gigawatts ces dernières années. C'était pour une bonne raison, c'était pour une raison climatique. Bon. En face de cela, la France, elle est en retard dans la fabrication de tous les moyens de production d'électricité qui ont dû remplacer ces moyens qui ont été fermés. L'EPR de Flamanville est en retard. L'offshore français est en retard, largement, très en retard. La France est en retard sur son programme solaire et elle est juste à l'heure sur son programme en matière d'éoliennes terrestres. Donc tout le monde conçoit que lorsqu'on ferme des moyens de production pour des raisons climatiques et que l'ensemble des moyens décarbonés qui devaient être à l'heure sont en retard, eh bien nous avons un problème de marge. À ce premier problème de marge s'ajoute une deuxième difficulté, c'est la disponibilité du parc nucléaire de deuxième génération en ce moment. La disponibilité du parc nucléaire de deuxième génération, donc en ce moment, elle est faible, voire très faible, pour
3 raisons qui se cumulent. La première, c'est qu'on arrive dans des tranches d'âge où les réacteurs ferment pour des visites décennales, notamment les VD4, qui sont des arrêts très longs, qui comportent un certain nombre de travaux et d'investissements, ce qui fait que les arrêts sont longs. À cela se conjugue la désorganisation du planning de maintenance des tranches nucléaires due à la Covid, désorganisation que EDF essaye de surmonter, mais vous connaissez tous l'inertie du système nucléaire en matière d'arrêt et de maintenance, et donc le groupe EDF n'est pas encore sorti des conséquences de la désorganisation due au Covid et notamment de la période de confinement qui a duré 2-3 mois dans la première moitié de 2020. Donc ça, c'est le deuxième effet. Et le troisième effet, c'est qu'on a découvert récemment des défauts sur le palier N4 et que ça nous a encore privé de 3 tranches, puisqu'il y en a une qui devait être à l'arrêt tout cet hiver. Donc lorsqu'on cumule une sorte d'effet ciseau entre la fermeture de moyens très polluants et le retard des nouvelles énergies sans carbone, d'une part, et que pendant ce temps-là, le parc nucléaire de deuxième génération est très peu disponible pour les 3 raisons cumulatives que je vous ai données, eh bien oui, nous passons d'un système dans lequel il y avait des marges, donc un système dans lequel il n'y a plus de marge du tout. Et lorsqu'il n'y a plus de marge du tout, eh bien oui, effectivement, la France fait tourner, mais c'est des questions de marché, eh bien, les moyens de production les plus chers, mais aussi les plus polluants, c'est-à-dire le charbon, et c'est ce qui se passe en ce moment pour cet hiver qui, du point de vue du système électrique, est un hiver très, très, très tendu. C'est pour ça qu'on l'a mis sous vigilance particulière. Alors, pour finir, que se passe-t-il d'ici 2030 ? Bien, écoutez, il n'a échappé à personne que la Commission avait proposé un nouveau paquet législatif qu'elle a baptisé le Fit for 55, dans lequel elle nous fixe une nouvelle ambition, qui est moins 55% d'émissions nettes de CO2 en 2030. Alors, bien évidemment, c'est un objectif très, très, très difficile, très, très, très difficile. La France n'est pas du tout sûre d'y arriver. Et ce que nous avons écrit dans notre étude noir sur blanc, et c'est notre enseignement numéro 17, c'est que si la France veut se donner une chance d'atteindre l'objectif du Fit for 55, alors il faut qu'elle fasse 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'elle électrifie ses usages le plus vite possible. Et donc électrifier ses usages le plus vite possible, c'est les grands industriels, c'est les PME, c'est les particuliers. Et chez les particuliers, c'est la mobilité individuelle et c'est aussi le chauffage à travers les pompes à chaleur. Voilà, donc il faut commencer par faire ça le plus vite possible. Mais du coup, ça veut dire qu'on consommera plus rapidement, et de ce point de vue, ce que nous avons écrit, ce que nous assumons absolument, c'est que du point de vue du mix de production, cela veut dire qu'il faut développer, encore une fois, le plus vite possible, les énergies renouvelables matures qui ont montré qu'elles étaient compétitives, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait maximiser la production bas carbone et qu'il fallait prolonger les réacteurs nucléaires qui existent parce qu'ils nous fournissent une électricité décarbonée et eux, ils sont déjà construits. Donc, 2 leviers, électrification des usages le plus vite possible et du côté de la production, faire le plus vite possible des énergies renouvelables compétitives d'une part et laisser le parc nucléaire deuxième génération en service pour pouvoir couvrir cette surconsommation. Voilà ce que nous avons écrit. Merci beaucoup Xavier. Donc merci Xavier, merci Olivier, merci Michel Berthelemy. Pour ce séminaire très intéressant. Pour les membres de la SFEN, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h pour la premier webinaire de la série programme EPR2 Sommes-nous prêts? Et ce webinaire sera consacré au programme Excel avec Catherine Bach de la direction de la performance d'EDF et notre carte blanche sera donnée à Claude Jaouen. Je vous remercie tous et puis à la semaine prochaine et
merveilleuse année 2022. Au revoir. Merci. Merci, meilleurs vœux et bonne soirée. Merci.